roumaine, de l'exil roumain historique. C'était un exil historique qui a laissé beaucoup de traces dans le patrimoine de la culture universelle. Alors, bien sûr que je vais peut-être m'arrêter moins sur les précisions historiques que vous connaissez certainement. Alors, les sujets que je me suis proposé d'aborder aujourd'hui, un bref historique sur la Moldavie, l'histoire des 3 unifications, parce qu'il y a eu 3 unifications, et la 4e aussi, vous allez voir, mais c'est à vous de décider si ça a été une véritable unification ou pas, qu'on vient de passer le 8 mai, la fête de la mémoire, où on a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours un débat dans notre pays, en République de Moldavie. La confusion linguistique et identitaire en République de Moldavie, qui est un problème fondamental. C'est pour ça que la République de Moldavie aussi aujourd'hui entre l'Est et l'Ouest. C'est pour ça que la République de Moldavie aujourd'hui ne sait ce qu'elle veut, prise en général dans la totalité de sa population. C'est pour ça qu'on a des problèmes à définir où il serait mieux de revoir les citoyens de la République de Moldavie. En Europe, là où on a la place de la République de Moldavie, en Europe, dans l'Union européenne, ou dans l'espace de l'Est, qui est un espace de l'incertitude, de la violation des droits de l'homme, etc. Le tableau politique actuel en République de Moldavie corroborait ce qui se passe aujourd'hui, hier. Pour moi, ça a été une lamentable surprise. Je n'ai jamais pu concevoir qu'avec un gouvernement, qu'il soit minoritaire, mais qui s'est proposé le parcours européen, on aurait pu se confronter à une situation tellement stupide. Et les perspectives pour la réunification des 2 pays roumains, la République de Moldavie et la Roumanie. Le bref historique, vous avez là Étienne le Grand, qui est le personnage historique qui a été désigné le plus grand roumain de l'histoire. Mais si vous êtes en République de Moldavie et vous discutez avec quelqu'un, un citoyen moldave de catégorie moyenne, avec un niveau intellectuel et de formation moyenne, là, il vous dira que non, Étienne le Grand, c'était moldave. Et que la Moldavie est un pays plus ancien que la Roumanie. Ça, c'est le baratin que vous allez écouter et entendre un peu partout en République de Moldavie. Malheureusement, on n'a pas encore dépassé cette mentalité. Étienne le Grand, qui a été surnommé par Pape Sixte IV Athleta Christi, c'est-à-dire l'athlète du christianisme, qui en fait a été le voïvode qui a rapporté le plus de gloire à la Moldavie médiévale. Et c'est une sorte de fétiche. Si vous avez une fête nationale en République de Moldavie, auprès du monument dédié à Étienne le Grand, vous allez voir les communistes, les socialistes qui sont pro-russes, pro-est, mais également les gens de droite, d'extrême droite, tous viennent déposer des fleurs, des gerbes de fleurs au monument d'Étienne le Grand. Je dirais que peut-être c'est le seul personnage historique qui rassemble, qui fait sujet d'unification des forces politiques. Ça, c'est bizarre, je vois que c'est bizarre. Mikhaïl le Brave, c'est un personnage, une personnalité historique plutôt, qui a réalisé, selon moi et selon beaucoup d'historiens, moi je ne suis pas historienne, la toute première réunification du pays roumain, mais ça n'a pas duré longtemps. La durée de cette période était très très courte, parce que personne en Europe, à cette étape-là, n'était pas favorable à la création d'un nouveau super-pouvoir. Je crois qu'il y a des siècles qui ont suivi après cette première réunification, mais même aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'Union européenne, le président de la Commission européenne ou le président du Parlement européen pourrait un beau jour envisager la réunification de la République de Moldavie et de la Roumanie et de dire, voilà, l'Union européenne s'attend à ça, voilà, c'est important. Non, 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 je crois qu'il ne faut pas se faire des idées, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous avons beaucoup travaillé notre jardin, le jardin de l'idée de la réunification nationale des Roumains, pour aboutir à une finalité palpable et réalisable. Après l'assassinat de Mikhaïl le Brave, une période très triste a suivi. Vous savez, c'était la principauté de Moldavie est devenue très dépendante de la cour ottomane. Voilà, des territoires ont été cédés à l'Empire hongrois, il s'agit de la Bucovine. Et déjà en 1812, la porte a cédé à la Russie, c'était la paix de Bucarest, une partie du territoire de la principauté moldave qui était appelée Bessarabie, d'après le nom d'un prince régnant, Jacques, c'est la partie sud de la Bessarabie. Voilà. Qu'est-ce qui a signifié pour la population autochtone de la Bessarabie cette annexion à la Russie tsariste? D'abord, moi je voudrais dire que, et vous savez très bien, le 19e siècle en Europe, c'était le siècle de la liberté de la pensée.
C'était Victor Hugo qui plaidait contre la peine de mort après la publication par son fils Charles dans un journal d'un essai qui décrivait les peines de celui qui est guillotiné. C'était le siècle où l'Europe s'ouvrait pour des grandes idées. C'était le siècle de la constitution de grands principes de l'état de droit. Vous avez l'affaire Dreyfus à la fin du siècle, n'est-ce pas? Vous avez la plaidoirie pour la tolérance. La France était divisée en deux, pro-Dreyfus, contre Dreyfus. Qu'est-ce qu'on avait en Bessarabie? Ça a été le siècle de l'obscurantisme. Nous avons eu 90% de la population qui ne savait ni lire ni écrire, donc seulement 10% de la population savait lire et écrire. La langue maternelle roumaine était évincée des établissements d'enseignement. Dans les églises, le service religieux était fait en langue russe. Le paysan roumain de Bessarabie refusait d'aller dans les églises parce qu'il ne comprenait rien. Il restait chez lui. Et grâce à ça, peut-être qu'il a pu sauvegarder cette flamme de la langue maternelle qui était le roumain. Bon, sa famille, son foyer familial est une sorte de petite église. Voilà, donc c'était le siècle de la dénationalisation, en commençant par la seconde partie du 19e siècle. Les prêtres orthodoxes dans les églises ont commencé à russifier les noms. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous êtes en Moldavie, vous avez beaucoup de noms qui ressemblent à des noms russes, slaves. Moi-même, je suis Petrov, d'après le nom de mon père, mon grand-père, mais mon grand-père était Petrov, mais il était un roumain. J'ai étudié un peu l'ascendance, il avait un autre nom avant le XVIIIe siècle. Donc c'est aussi grâce à ces corrections introduites dans les livres des églises que la justification a été faite lors du XIXe siècle. Et bien sûr que dans la seconde moitié du XIXe siècle, déjà apparaît la Bible en langue moldave. Voilà. Au cours du XIXe siècle, l'administration tsariste russe a commencé cet ouvrage, cette œuvre de popularisation de la notion de langue moldave, identité moldave, qui a continué et qui a eu une suite très favorable au XXe siècle. Je m'arrête à la réunification des principautés roumaines qui a été réalisée par Alexandre Ioan Cuza, un autre grand personnage qui mérite une laudation non seulement pour ce qu'il a fait, parce que son nom est lié à la naissance de l'État moderne roumain, n'est-ce pas, mais il est aussi à la source de la fondation de la première université roumaine, l'université de Iași, qui porte son nom aujourd'hui. Le contexte extérieur était assez favorable. Donc on a procédé à l'organisation des réunions ad hoc dans les communes, on se rassemblait, on disait que bon, on est favorable à la réunification du pays. Il a été élu prince régnant de la Moldavie et du pays roumain, voilà. Ça a été une période de gloire, je dirais. Donc la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la période de la naissance de l'État national roumain, l'État national roumain, et non seulement celui roumain. Vous savez que la naissance de l'État national italien a eu lieu à peu près dans la même période. Donc, cette réunification des principautés romaines a été peut-être un événement précurseur de ce qui s'était passé en 1918. Le 27 mars, le Parlement de la Bessarabie a pris la décision et a voté l'acte de la réunification de la Bessarabie avec la Roumanie. Le Parlement de la Bessarabie s'appelait Sfatul Țării, à sa tête il y avait Ion Inculeț. Quelle a été la répartition des voix, des votes? 86 voix en faveur de la réunification, 3 voix contre, 35 abstentions. Il y avait 13 députés qui étaient absents. Le contexte extérieur était-il favorable? On ne peut pas dire qu'il était totalement favorable, mais il est certes que le président de la France a appuyé largement l'acte de la réunification de la Bessarabie avec la Roumanie. La France a eu un certain rôle à jouer, à convaincre les autres partenaires que ça a été bien pour le pays roumain. La période 1918-1940, la très courte période de 22 années est traitée par les historiens comme une véritable période de modernisation de la Bessarabie. J'ai mis ici juste quelques chiffres qui ne sont pas les chiffres uniques qui montrent que la réunification de la Bessarabie avec la Roumanie
a été un phénomène exceptionnel parce que la Bessarabie a pu se joindre à la Roumanie qui connaissait une croissance économique sans précédent dans la période d'entre-deux-guerres. Sachez, vous devez savoir, excusez-moi, qu'en Bessarabie, il y avait très peu d'écoles de langue roumaine. Dans cette période, on a construit, on a ouvert à peu près 3000 écoles en langue roumaine. C'est exceptionnel. 3000 écoles. On a ouvert beaucoup d'entreprises, plus de 2000 entreprises. On a construit 3 aéroports. On a ouvert une première université qui était spécialisée dans les sciences agricoles, mais ensuite elle a été fermée malheureusement après l'occupation soviétique. Des réseaux de chemin de fer ont été construits. Quelques nouvelles banques avaient ouvert leurs portes. Donc c'était une période vraiment d'un essor économique important. Il est aussi bien de savoir que dans cette période-là, il y avait véritablement des personnes très engagées de venir en Bessarabie et à contribuer à cet essor économique. C'est une sorte de missionnaire, si vous voulez. Mais malheureusement, il y avait aussi des fonctionnaires roumains qui étaient pénalisés d'une certaine manière, qui étaient envoyés en Bessarabie pour travailler dans des conditions un peu pas tout à fait favorables. Voilà pourquoi c'était une sorte d'exilés, des fonctionnaires exilés. Peut-être que ce n'a pas été la solution correcte pour la Bessarabie de cette période-là, mais bon, prise dans sa totalité, nous savons que la période d'entre-deux-guerres, l'école roumaine est devenue proverbiale. Mes grands-parents aussi ont fait l'école roumaine, mes parents aussi ont suivi quelques classes de l'école roumaine. Il y avait un système pédagogique exceptionnel. Ceux qui ont suivi les 7 classes de l'école roumaine savaient réciter en latin, en grec, en allemand, en français, etc. Donc c'était, je crois que le secret de la pédagogie entre les deux guerres en Bessarabie doivent être encore étudiés, quoique en République de Moldavie, il existe certaines études consacrées à l'histoire de la pédagogie entre les deux guerres en Bessarabie. Bon, parallèlement, il y a un livre qui vient de sortir, je crois qu'il y a 2 ans, un livre qui s'appelle La Bessarabie entre les deux guerres, et qui a été rédigé, plutôt compilé, parce qu'il s'agit de documents journalistiques, par un journaliste et par un photographe. Ils ont mis là-dedans toutes les publications les plus relevantes des journaux de cette période-là, des photos. Quand j'ai commencé à lire ce livre, moi je me suis dit, est-ce que les choses ont vraiment changé en République de Moldavie? Il y avait la même polarisation, il y avait le même combat entre ceux qui luttaient, faisaient du partisanat contre la Roumanie, contre le pouvoir, l'administration roumaine, de la Roumanie royale. Voilà, c'était les mêmes communistes, donc de gauche, etc. Et, si on lit la presse de cette période-là, et la presse d'aujourd'hui, on se rend compte que peu de choses ont changé en fait. Il y a la même discussion, la même scission à l'intérieur de la société. Dans cette période-là de la Roumanie grande, de l'autre côté de Dniestre, une république autonome socialiste est née. Et en fait, cette république autonome socialiste, elle constitue la préhistoire de la Transnistrie d'aujourd'hui. Parce que ce territoire-là a été soumis à un changement de population, un changement démographique forcé. Il y avait de la population qui était amenée là pour travailler. Les Roumains avaient quitté cette république autonome soviétique socialiste parce qu'il y avait une activité de dénationalisation. On avait passé à l'alphabet cyrillique, on avait de manière artificielle élevé au rang de langue officielle. Le dialecte, ce n'était même pas un dialecte, c'était une sorte de parler imprégné d'emprunt de la langue russe. Voilà, et avec une prononciation et une orthoépie abominable. On avait publié des manuels. Il y a un musée à Chisinau qui rassemble les manuels de cette période-là de la République autonome soviétique moldave. Donc, à côté de la Roumanie grande, on avait déjà cette région qui accumulait le potentiel pour devenir une région séparatiste quelques décennies plus tard.
1940, occupation soviétique. 41-44. J'ouvre les parenthèses, juste pour une digression, c'est toujours un débat en République de Moldavie. Et non seulement chez nous, dans les pays baltes aussi, parce que on a fêté la fin de la Seconde Guerre mondiale, oui, certains ont fêté la victoire contre le fascisme et le nazisme, et, en glorifiant la Russie, parce que c'est grâce à la Russie qu'on a obtenu cette victoire. Mais est-ce que la Bessarabie a été vraiment victime de cette occupation nazie? Moi, j'ai le témoignage de mes parents, de mes grands-parents, qui disaient que, bon, finalement, les Allemands n'ont rien fait contre nous. Parce qu'il y avait une entente entre le maréchal Antonescu et Hitler. Ils étaient dans le même blocus militaire. Donc, c'était un régime relâché, et c'était la condition formulée par le maréchal Antonescu vis-à-vis de cette entente ou ce blocus militaire dont il faisait partie. Pour moi, personnellement, le maréchal Antonescu est d'abord une personnalité d'une intégrité exceptionnelle. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur l'histoire du maréchal, mais qu'est-ce qu'on incrimine, qu'est-ce qu'on lui incrimine surtout? Et chez nous, en République de Moldavie, si vous dites que vous sympathisez le maréchal Antonescu, on vous traite de fasciste, que ce soit clair. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes lors de mon court parcours politique. On m'a caricaturisé de manière bon, imaginable ou inimaginable. On m'a traité de fasciste parce que je plaide pour les idées unionistes, je plaide pour la vérité historique et pour la langue roumaine, etc. D'ailleurs, je vous transmets une information qui me vient d'un historien qui a étudié les archives roumaines pour ce qui est du pogrom des Juifs en Bessarabie. On n'a trouvé aucun document signé par Antonescu selon lequel il réordonnait ces pogroms en Bessarabie. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qu'il a contribué et a sauvé la vie de plusieurs juifs, plusieurs milliers de juifs, quand il a facilité la création de couloirs pour leur évasion via la Transylvanie et à travers la Hongrie. Si vous demandez à un représentant des pays baltes, il vous dira la même chose. J'ai siégé au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire. Il y a eu une résolution qui a été adoptée suite à un rapport proposé et signé surtout par des Russes, bien sûr. La lutte, la nécessité de combattre, de prévenir l'essor du nazisme en Europe, des choses comme ça. Et voilà, les Russes, ils ne sont jamais sortis des tranchées, ils sont encore là. Ils luttent contre le fascisme, contre le nazisme, etc. Et moi, j'ai eu mon discours, il y a eu des personnes des pays baltes qui ont eu également leur discours, et c'était associé à la situation actuelle en Ukraine, parce que les Russes traitent les autorités ukrainiennes aujourd'hui de fascistes, de nazistes, n'est-ce pas? Et là, on pouvait confondre, en lisant le texte de la résolution. Ce texte, en fait, il donnait un feu vert à confondre un peu le fascisme-nazisme de la Seconde Guerre mondiale avec ce que les Russes disent aujourd'hui, que voilà, il y a du fascisme et du nazisme en Ukraine. Voilà, donc il faut être très attentif. Chaque pays, chaque peuple, chaque nation a son histoire et les particularismes de cette histoire sont à prendre en considération. 1944, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la réoccupation de la Bessarabie par la Russie. Il y a des choses terribles qui ont suivi. La famine organisée, c'était vraiment une famine organisée. Mes parents m'ont raconté comment les commissaires soviétiques venaient pour dépouiller leurs hangars, leurs caves, de tout ce qu'il y avait là, pour emporter tout ça. Et ils ont passé des années très dures de famine. Ma mère, elle a grandi dans une famille avec 5 enfants, et les parents ont fait tout le possible pour les sauver, parce que mon grand-père l'avait caché il a fait une cave au milieu de son jardin, où il avait caché de la viande, etc., pour assurer, voilà. Donc, bien sûr que ça n'a pas été du tout facile. Et ensuite viennent
En 1941, on a eu les déportations, avant la venue du maréchal. Et en 1849, la seconde onde des déportations. En fait, elle a suivi ensuite 1951, 52, 53. Tous les chiffres pris ensemble, ça s'élève à 55 000 personnes déportées et 300 000 morts à cause de la famine organisée. Vous savez qu'en Ukraine, le chiffre est beaucoup plus important, 3 millions, c'était le Holodomor. On a eu une résolution en 2010 votée à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Malheureusement, les parlementaires n'ont pas accepté nos amendements pour appeler le Holodomor comme génocide. Moi, j'ai co-participé au rapport, j'ai inséré les chiffres concernant la République de Moldavie. Grâce à ça, la République de Moldavie figure dans cette résolution. Même si je n'ai pas eu l'acceptation de mes collègues politiques de la coalition pro-européenne de Chisinau. Quand j'ai soulevé la question, je dis, est-ce que je dois contribuer, je dois faire? Alors tous, à tour de rôle, tous les leaders se sont prononcés contre. Donc moi, j'ai pris la décision sur mon propre compte de contribuer à ce rapport, et comme ça, elle figure là. C'est vrai qu'il est très important d'avoir l'accès à une tribune parlementaire européenne. Ça, c'est très important. Voilà. Malheureusement, pour ça, il faut faire la politique dans son propre pays, ce qui n'est pas très facile que ça. Maintenant, je passe au second sujet de ma présentation, la confusion linguistique et identitaire, qui régit dans les relations sociales, politiques, économiques en République de Moldavie. C'est une source pour le combat politique, mais également pour les manipulations des mentalités sociales. En 1944, on a passé à l'alphabet cyrillique. Ma mère se souvenait, elle était en 2e classe. La professeure, la dame qui leur enseignait, était venue le lendemain. Elle avait dit, enfant, d'ores et déjà, on va étudier avec cet alphabet-là. Donc, elle a commencé à écrire avec de l'alphabet cyrillique. Et elle a dit que vous allez répéter la classe. Parce que pour apprendre tout de nouveau, il faut du temps. Comme ça, ma mère, elle a refait la 2e classe pour apprendre la langue moldave en base de l'alphabet cyrillique. Je crois que cette confusion linguistique qui, malheureusement,